Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce 9e Forum des clubs. Ravi de vous retrouver pour ce temps d'échange tous ensemble, à la fois en présentiel et en distanciel. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ici en présentiel. Ils viennent d'un peu partout, dans les Pyrénées, je crois, pour avoir entendu quelques accents d'un peu partout, de l'Isère et d'ainsi de suite. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition, à la fois, je le disais, en présentiel et en distanciel. Bienvenue aux plus de 300 personnes qui sont connectées avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Vous l'avez vu, il y a un message de bienvenue de Lou qui vous incite à poser vos questions. Et puis, chaque question sera prise naturellement tout au long de cette soirée. Une soirée diffusée sur naturellement le FFS TV. Vous en prenez l'habitude, qui vous ramènera directement sur cet espace afin de pouvoir échanger avec nous tout au long de cette soirée. Deux premiers invités ce soir, Fabien Sagaz, le président de la Fédération française de ski. Bonsoir, Bonsoir. Fabien. Bonsoir. Et puis David Loison, le directeur général de cette maison qui nous accueille dans cette belle maison, je le disais à l'instant. L'occasion également de parler et de découvrir ce magnifique bâtiment. Il en sera question dans quelques instants. Pour débuter ce 9e forum, je le disais à l'instant, avant de se projeter dans cette nouvelle saison, saison 2023-2024, de parler de la politique fédérale. Quelques mots avec vous, Fabien, pour cette introduction, avec, j'imagine, d'abord, un contentement en tant que président d'accueillir ce public, je le disais, en présentiel et en distanciel, dans cette maison. Quelques mots de bienvenue, naturellement. Bonsoir à tous. Non, c'est avec une vive émotion que j'ouvre ce 10e Forum des clubs. Parce que changer de siège social pour une fédération ou une entreprise, c'est quelque chose d'important. C'est un marqueur fort. Vous le savez, depuis plus de 20 ans, on n'était plus propriétaire de nos bâtiments. On redevient propriétaire de ce magnifique bâtiment qui a été réalisé dans des conditions assez incroyables, avec des partenaires qui ont été à nos côtés de manière très solide, parce qu'on est au maximum du financement qui est autorisé par la loi. Et quelque part, ce bâtiment doit être la fierté de nos licenciés, la fierté de nos clubs, la fierté de nos comités régionaux, bien évidemment. Ce soir, on accueille, là on l'a dit naturellement, tous ces clubs qui sont là, tous ces responsables, tous ces bénévoles. J'imagine que là encore, contentement de votre part sur le fait de se dire, on est là pour simplifier leur vie et ce soir, on va encore leur prouver. Tout à fait. Ce forum des clubs est là pour ça, transmettre de l'information. Il a un but pédagogique, bien évidemment. Faire état de l'ensemble des problématiques qui sont à traiter dans vos clubs, dans vos comités régionaux, mais également faire état aussi des avancées et des projets de la fédération. On le disait, il y a plusieurs sujets, on y viendra dans quelques instants. Peut-être avant cela de parler de l'aspect sportif, de l'aspect fédéral au sens large, avec de nombreux dossiers qui vous animent. On l'a dit à l'instant, parler de simplification, mais d'autres sujets sont sur la table en ce moment. Oh, il y a énormément de sujets sur la table. Si on parle de sport, vous l'avez vu dans l'actualité, on a réalisé hier soir, pas plus tard qu'hier soir, une réunion publique avec les bandes en un euh, pour tester et apprécier l'engouement de la population sur un projet tel que les championnats du monde de biathlon. Puis évidemment, dans l'actualité ces derniers temps, vous l'avez vu, il est sujet d'une candidature aux Jeux Olympiques pour 2030, dans lequel il y a un gros travail à réaliser, un process que je décrirai pas là, mais en tout cas, pour dire que ça donne un certain dynamisme à notre fédération comme à l'ensemble des fédérations d'hiver. Parmi les autres sujets, il y en a un ô combien majeur qui fait partie, qui est chaque jour bientôt à la télévision, un peu partout sur les réseaux, mais que vous avez pris plus qu'à bras le corps, c'est cette notion de responsabilité environnementale. Est-ce qu'on peut un peu en parler? La responsabilité, alors RSE, RSO, responsabilité environnementale, responsabilité des entreprises, des organisations, c'est un sujet majeur aujourd'hui. Je dirais presque, on y a été jusqu'à maintenant confronté, pour la simple et bonne raison que on n'était pas sur des process qui, à contrario de certaines entreprises, sont déjà beaucoup là-dedans. Nous, on est un petit peu à la traîne sur ce sujet-là. C'est en train de se structurer. On constitue un groupe de travail sur le sujet, sur lequel on a sollicité des gens de divers horizons qui vont nous amener beaucoup sur la manière dont on doit délivrer aujourd'hui un cahier des charges clair sur le sujet. Aussi dire que
On va travailler avec des consultants, pour pas dire des sociétés spécialistes en la matière. Ça me paraît assez obligatoire, sinon on risque de tourner en rond et de passer énormément de temps à délivrer un process. Et donc je pense qu'on a besoin d'être orienté sur le sujet. Mais pas que, on va aussi travailler avec l'ensemble de nos partenaires qui sont bien évidemment demandeurs, pour certains qui sont précurseurs en la matière et qui vont nous permettre aussi de nous structurer, mais surtout qu'on soit aligné avec la stratégie de nos partenaires et la stratégie fédérale. Je pense que c'est très important. Quand je parle des partenaires, je parle des partenaires privés comme des partenaires publics, des institutions ou des grandes corporations du milieu montagnard, dans lequel on doit avoir cette vision qui est pour moi une vision 360, dans lequel il faut que, et on ne peut pas laisser certains sujets de côté, que ça soit le secteur économique du milieu montagnard, que ça soit le secteur social. C'est des problématiques aujourd'hui et des thématiques générales pour notre pays. Et ça me semble plus qu'important qu'aujourd'hui, on réalise ce travail-là et qu'on trouve le bon dimensionnement pour nous, fédérations. L'idée n'est absolument pas d'imposer un cahier des charges qui serait trop contraignant, par exemple, ou qui serait en décalage avec l'activité de nos clubs, l'activité de vos clubs, mais au contraire, qui soit acceptable, intégré, et surtout qui soit alimenté aussi par vous, pour faire en sorte que voilà, cette ligne, ce cap, soit une ligne et un cap commun. Un cap commun sur cette RSO. On en aura un exemple d'ailleurs tout au long de cette soirée, un peu plus tard dans la soirée, avec, vous parliez d'exemples de clubs. Du côté de Chamonix, on est plutôt exemplaire. Si vous étiez d'ailleurs et vous nous suiviez lors de l'Assemblée générale de la Fédération française de ski, vous avez vu, on avait parlé beaucoup et longuement de cet exemple et c'était très pertinent. Et ce soir, de pouvoir partager avec vous sur naturellement ce qui a été fait. Deuxième sujet, la carte DSF. Alors, on va dire le travail qui est fait avec nos associés, DSF et l'un des associés de la fédération et du milieu montagnard. On avait effectivement bénéficié jusqu'à maintenant des cartes DSF. Vous le savez, l'année dernière, ça a mis énormément de temps à valider ces cartes. Pour resituer un petit peu le sujet, je pense que c'est important. Les transports par câble, mais les transports en règle générale, sont régis par les délégations de services publics. La Chambre régionale des comptes a décidé de regarder ce qui était fait dans l'aire montée mécanique et a souhaité réorienter, parce que la DSP l'y oblige, tout ce qui était aspect de public particulier, public privilégié, et en allant jusqu'aux gratuités dont bénéficiaient un certain nombre de personnes sur ces milieux montagnards. Ce n'est pas que focalisé fédération, bien évidemment. On a travaillé avec DSF l'année dernière, on a réussi à obtenir ces cartes pour l'hiver dernier. Vous l'avez constaté, ces cartes ne fonctionnaient pas sur l'ensemble des domaines. Parfois, les cartes ne fonctionnaient pas sur certains domaines, elles n'étaient plus acceptées. Que ça soit d'ailleurs les cartes d'invitation comme les cartes de réduction. Et donc, cette année, fort des conclusions de la CRC, des différentes analyses juridiques, et notamment celles faites par DSF, il n'y aura plus de délivrance de cartes DSF. Alors, pour autant, on essaye de trouver des solutions avec DSF. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille avec eux. Il a fallu... et ce qu'il faut arriver à intégrer, parce que on pourrait nous reprocher de dire oui, mais ça fait plus d'1 an et demi que vous travaillez avec DSF. Oui, effectivement. Pour autant, il y avait des verrous à la fois juridiques et législatifs qui faisaient que on a des orientations sur lesquelles on est parti, qui finalement ont été retoquées. Et puis aujourd'hui, on arrive dans cette situation-là où, et moi j'en suis le premier malheureux, parce que autant les cartes d'invitation, il faut le dire à nos licenciés et à nos clubs, c'est pas le sujet. On peut estimer qu'une grande partie de ces cartes étaient délivrées aux membres des équipes de France à leur encadrement, et je dirais que les membres de l'équipe de France n'aient plus de carte d'invitation, c'est pas dramatique. À nous de trouver d'autres solutions dans le réseau pour faire en sorte que voilà, on soit bien accueillis, que les équipes de France aient des conditions d'entraînement
et de courses acceptables. En revanche, les 3000 cartes d'invitation qui étaient délivrées à nos moniteurs fédéraux, à nos bénévoles, celles-là, elles sont pour moi cruciales. Et c'est ce sujet-là qu'on travaille aujourd'hui avec DSF. On n'est plus sur l'idée de l'invitation. On a compris que la gratuité aujourd'hui, c'était terminé. En revanche, pour ce qui est des avantages aux licenciés, mais je dirais plus particulièrement à nos moniteurs fédéraux, c'est toujours un sujet qu'on travaille avec eux. On est en train d'essayer de voir les solutions qu'on pourrait adopter. La marge de manœuvre est fine, mais je pense qu'on devrait arriver à terme à trouver une solution. Non plus sous un format de carte, ou en tout cas pas celui qu'on avait jusqu'à maintenant, mais plus simplement sur l'idée et en se basant sur les tarifs de groupe qu'on connaît tous. Peut-être que par ce biais-là, on pourrait imaginer qu'il y ait une forme de reconnaissance et peut-être à terme un objet physique, parce que je pense que ça a aussi son importance, quelque part, d'avoir cette délivrance, cette reconnaissance, ne serait-ce que sur un petit bout de papier ou de plastique. Ça me semble très important. Évidemment, comme tout ça est très mouvant et que ça évolue beaucoup, c'est très vivant plutôt. On était encore en réunion hier au siège de DSF sur le sujet, sur aussi le renouvellement de nos accords et le soutien que DSF nous apporte. Et on va démultiplier les rendez-vous encore avec eux avant le début de saison pour voir si on peut envisager des solutions. Quoi qu'il arrive, et je pense qu'il ne faut pas se mentir, si on ne trouvait pas de solution là à court terme, on en trouverait à moyen terme, c'est certain. Parce que je ne me laisse pas le choix que d'arriver à trouver des solutions qui ne seront peut-être pas les mêmes que celles qu'on avait, mais en tout cas, qu'on ait un minimum de choses à proposer à nos moniteurs fédéraux. C'est pour nous plus que structurant. En effet, vous avez raison. Et sur cet aspect de Cour des comptes qui regarde aujourd'hui sur l'ensemble des délégations de services publics, sachez que d'autres plus grandes entreprises, notamment pour en citer qu'une, la Compagnie des Alpes, qui avait ce système d'invitation avec l'ensemble de ces personnes, a été là encore épinglé et ne peut plus distribuer l'ensemble de ces choses. Ce n'est pas que le sujet de la Fédération française de ski naturel. Le personnel des remontées mécaniques, notamment, n'a plus de carte de gratuité pour aller skier dans le cadre... Alors, ils ont accès au domaine skiable dans le cadre de leur travail, mais pas dans le cadre de leur loisir. Exactement. Dernier point ô combien important, vous en avez un peu parlé, c'est cet engagement qui se fait beaucoup au sein de la fédération à travers le bénévolat. Saluer encore toutes ceux et toutes celles qui, tout au long de l'année, œuvrent pour porter haut les couleurs du ski français dans sa globalité. C'est essentiel. Moi, au travers de mes déplacements, des échanges que je peux avoir, on me parle systématiquement d'une crise du bénévolat. Mais je n'arrête pas de voir des bénévoles motivés. Donc, je fais encore le point. Hier, on a encore fait le point sur la Coupe du Monde du Grand Bornand. Je pourrais citer les championnats du monde de Courchevel-Méribel 2023, dans lequel il y avait énormément de moniteurs fédéraux et de bénévoles licenciés à la fédération. Et en fait, il n'y a pas assez de postes à pourvoir pour le nombre de candidatures de bénévoles sur nos grands événements. Est-ce qu'il y a une crise du bénévolat sur le plan local ? Je ne suis pas certain. Je pense que ça doit arriver à certains endroits. Par contre, j'ai plutôt l'impression qu'à chaque fois qu'on va et que je me déplace et que j'arrive sur une organisation, aussi petite qu'elle soit, il y a quand même toujours des bénévoles très impliqués. Donc, effectivement, c'est le poumon de notre fédération. C'est très clair. De toute façon, l'aspect bénévolat, qui me semble pas être assez valorisé en France, ça, c'est ma sensibilité qui me fait dire ça. Certains à Paris pourraient réagir. Il n'y a pas d'autre idée que je pense que le sport aujourd'hui, et particulièrement le ski, dans toutes ses formes, le ski et le snowboard, est régi par des acteurs bénévoles et des acteurs professionnels. Et je pense que c'est un exemple pour le sport français que d'avoir finalement la possibilité d'avoir un milieu qui est profondément ancré dans l'activité, de manière rémunérée ou non. Et je trouve que ces équilibres-là, on doit en être fiers. On est un exemple parmi l'ensemble des sports français et des sports olympiques.
Merci Fabien pour avoir balayé ces 3 sujets ô combien importants. On a la chance d'avoir du public et pas qu'à distance, donc applaudissements pour les quelques mots d'introduction de Fabien qui est avec nous ce soir. Merci. Merci. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Lou et Hervé se feront un plaisir de me les transmettre. Je le disais en introduction, David, ce nouveau bâtiment, la maison du ski français, moderne, avec de très bonnes conditions de travail. Parlons de cette nouvelle maison, David. Effectivement, comme l'a dit notre président Fabien Saguez, on a investi ces lieux très récemment. On a quitté notre siège du bord du lac fin juin pour s'installer ici le 3 juillet. Le siège du bord du lac, le siège historique des Marquisas, était devenu très vieillissant. Vous devez vous en douter, au fil des années, la fédération a développé ses activités, structuré ses services. Et l'ancien siège ne nous permettait plus de poursuivre de manière satisfaisante le développement de nos activités. Il ne nous permettait plus non plus d'accueillir dans des conditions satisfaisantes et professionnelles nos visiteurs, d'organiser nos réunions dans des espaces appropriés, avec du matériel moderne, d'actualité et adapté à nos besoins. Et puis c'était un siège aussi qui était devenu très difficile d'accès de plus en plus au fil des années, et ça posait évidemment de grosses contraintes, de grosses difficultés logistiques aussi pour la gestion de nos équipes de France. Donc on a décidé, après avoir discuté pendant quelques années avec les collectivités qui nous accompagnent, à savoir d'abord le département, le conseil départemental, et puis à l'époque la ville d'Annecy, pour étudier les possibilités de relogement de la fédération dans des bâtiments de la collectivité. Et puis on n'a pas trouvé notre bonheur dans ce qui nous était proposé. Et au fil des discussions avec ces institutions, on en a conclu que pour disposer d'un siège qui correspondait vraiment à nos besoins, il fallait envisager la construction d'un nouveau siège. Alors ce siège, il répond à 3 critères qu'on s'est fixés. La fonctionnalité, ça je l'ai dit, c'est le premier objectif qu'on a poursuivi. L'accessibilité, et puis la modernité en termes d'espace de travail, mais aussi en termes d'image. Ça nous semblait important pour notre fédération, pour tout ce qu'elle représentait, les comités de ski, les clubs, les licenciés, de pouvoir disposer d'un siège moderne qui renvoyait l'image d'une fédération dynamique. Donc on a lancé ce projet il y a quelques années. On a été bien entouré par des conseils qui nous ont accompagnés. On a travaillé sur ce projet-là avec le cabinet d'architectes AER. Je tiens à signaler la présence ce soir de Kaya, qui est collaboratrice au sein de ce cabinet, mais qui aussi fait partie de nos encadrants bénévoles. Et on a été de connivence tous les deux pour mener à bien ce projet. Quelques réunions de chantier toujours très engagées. Évidemment, comme dans toute construction. Comme dans toute construction. Alors l'idée, c'était vraiment de construire la maison du ski français, à une taille évidemment qui nous correspondait, ni trop petit, ni trop grand. Je pense que le dimensionnement est le bon. Est-ce que vous êtes on verra à l'usage aujourd'hui? On est très content, oui, bon. Évidemment. Donc on a des espaces collectifs. Preuve ce soir. On reçoit avec plaisir des représentants de nos clubs. On a des espaces collectifs modulables qui pourront être mis à disposition des clubs, des comités de ski et de nos partenaires. On a déjà d'ailleurs quelques demandes. Cette salle d'ailleurs est modulable. Elle peut accueillir entre 50 et jusqu'à 200 personnes. 199 précisément. C'est question de sécurité. Exactement, attention. Voilà, donc on est particulièrement heureux, pour reprendre les propos de Fabien, d'accueillir ce soir les premiers représentants des clubs au sein de ce nouveau siège. C'est un peu un signe quand on veut construire la maison du ski français. Je trouve que c'est un clin d'œil
un clin d'œil très sympathique pour la première grande réunion ici dans ce nouveau siège, d'accueillir les représentants des clubs. C'est bien. Et pour ceux qui ont fait le déplacement, sachez que David sera à partir de 20h à votre disposition pour faire le tour du bâtiment, Voilà. naturellement. Voilà, le rendez-vous est pris. Justement, on parlait tout à l'heure de responsabilité environnementale. J'imagine que ce bâtiment a été conçu avec une vision éco-responsable. Oui, bien sûr. On a finalement anticipé notre plan stratégique. Il y a finalement deux volets, hein, l'aspect sociétal, puisque les conditions de travail, on y a travaillé éventuellement pour nos collaborateurs. L'aspect sociétal, il vise aussi à regrouper au sein de nos espaces collectifs de travail les clubs, les comités de ski. On va y faire des formations bénévoles. On a déjà programmé un grand rassemblement de la Commission nationale de la formation des cadres bénévoles ici au siège de la Fédération dans tous ces espaces collectifs. Donc il y a une dimension évidemment sociétale dans ce projet et puis environnementale aussi, puisque dès le départ, on a veillé à ce que, en termes de construction et en termes d'utilisation, on veille à ce que ce bâtiment soit éco-responsable à travers l'appel à des entreprises locales de manière très majoritaire, des matières biosourcées. On a évidemment eu ce souci de construire un siège qui soit aux normes environnementales les plus élevées. Ça a été dit tout à l'heure, qu'en est-il un petit mot peut-être sur le financement et puis encore pour être très précis sur ce sujet pour qu'il n'y ait pas de débat par la suite. La condition de cette construction, c'était de pouvoir trouver les financements nécessaires. Alors, Fabien l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas dépasser 80% de financement public dans ces projets. Et non. On y est. On a fait le maximum. C'était la condition nécessaire pour que on puisse se doter d'un siège moderne. Ce siège, il est au profit c'est un patrimoine collectif, hein, au profit de tous nos licenciés, de nos clubs et de nos comités. Et on voulait évidemment, on avait la volonté que cette construction n'impacte pas le fonctionnement habituel de la fédération dans ses activités, que ce soit pour le développement du ski, pour le développement du ski, la promotion du ski pour le plus grand nombre, et puis pour le fonctionnement des équipes de France. Là où l'exercice est important, c'est qu'il préfigure de l'avenir de la fédération. C'est-à-dire, sans savoir ce que va devenir la Fédération française de ski demain, on a l'obligation quand même de faire un exercice sur la projection, la manière de fonctionner aujourd'hui et la manière dont on pense que ça fonctionnera demain. Et je crois que le bâtiment et le travail qui a été réalisé sur ce bâtiment, il offre des possibilités multiples, diverses, évolutives. Donc ça nous semblait aussi très important pour ne pas être cantonné dans un fonctionnement qui à notre goût, était peut-être trop fermé, trop cloisonné. Je vais me retourner vers la salle, savoir s'il y a déjà quelques questions dans cette salle. Pour l'instant, sur cette première partie, n'hésitez pas, je me retournerai vers vous à plusieurs reprises afin d'avoir quelques questions. Pas de questions sur cette première partie, pas de questions non plus pour l'instant sur le chat, ça veut dire que vous avez été précis l'un et l'autre. Merci pour ces mots d'introduction. Fabien se retrouvera en conclusion et pour l'heure, on va accueillir Prune Rossipon sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Eh bien, bonjour, Prune. Bonjour, bonjour à tous. On va parler de cette saison 2023-2024 dans laquelle la fédération vous accompagne, on vous accompagne, c'est ça précisément. Et on va parler des nouveautés réglementaires numériques, des outils qui sont à disposition, également de la communication fédérale. D'autres intervenants suivront. Il y aura Samuel qui va nous rejoindre, Samuel Lopez, et puis Mélodie Reynaud pour parler de cette communication fédérale. Je sais que vous l'attendez toutes et tous, parlons, même à la maison également, parlons des nouveautés
réglementaires. Je ne suis pas sûre que ce soit ce que tout le monde attend avec le plus d'impatience, les nouveautés réglementaires. Non, mais pour quand autant, même. c'est vrai que pour préparer sa saison, c'est bien d'être calé sur les dispositions réglementaires qui s'appliquent à cette saison. Comme tu le disais, on va avoir une grosse partie avec tous les éléments qu'on fait pour accompagner les clubs et les bénévoles. Juste pour rappeler qu'on se déplace aussi sur le terrain en cette rentrée dans les différents comités de ski. Donc on espère vous retrouver. On a déjà fait un certain nombre de déplacements. On espère vous retrouver pour ceux chez qui on n'est pas encore passé. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter. On est là à votre service. S'agissant des nouveautés réglementaires, tu le disais, Eh oui. moins de choses nouvelles que l'an dernier. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Une chose qui change vraiment, c'est la date de souscription des licences. Concrètement, à partir de quand les nouvelles licences pour la saison 23-24 peuvent être saisies. À partir de cette année, cette période ouvrira désormais début octobre. Alors cette année, en 2023, ça sera le 3 octobre très concrètement, mais pour tous les ans, ça sera désormais début octobre. Et ça vient remplacer en fait le système qui existait jusqu'à présent où on avait une période de pré-validation de certaines licences pendant les 15 premiers jours d'octobre. Et désormais, on remplace cet ancien dispositif par ce nouveau fonctionnement qui concerne tous les types de licences, que ce soit une création, une nouvelle licence ou un renouvellement, que ce soit en club ou en ligne. Donc on voit que c'est un dispositif qui s'applique beaucoup plus largement pour tout le monde. Deuxième sujet, après ce sujet de l'ouverture des licences. Donc vous avez retenu cette année le 3 octobre et après ça sera le 1er chaque année, valable pour 12 mois. Enfin, Voilà. ça dépendra quelques Bah, jours. valable pour 12 mois ou Et 12 mois et demi. jours. En fait, à partir du moment où on souscrit sa licence, est valable jusqu'au 14 octobre minuit de l'année suivante. Et à partir du moment où on souscrit sa licence, c'est sa nouvelle licence, sa nouvelle option d'assurance qui entre en application. On va maintenant parler de la mise en conformité. Ah, la fameuse RGPD. C'est ça, on peut difficilement passer à côté. On peut difficilement passer à côté en ce moment, même si c'est un mot qui donne des sueurs à peu près à tout le monde, Ouais. y compris à moi. Hein, c'est pas mon sujet préféré. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'impose à toutes les organisations, à la fédération, au comité et au club, comme à l'ensemble des autres institutions. Ça fait déjà quelques années qu'on essaye petit à petit de se mettre en conformité progressivement avec ce RGPD. Vous avez vu désormais il y a des cookies et le petit bandeau cookies sur nos sites internet, par exemple. Et puis, petit à petit, on supprime également un certain nombre d'informations, de données personnelles, notamment de notre site internet. La chose qui est importante de se rendre compte, c'est que c'est une obligation réglementaire, donc on va s'y conformer progressivement, encore une fois, mais en parallèle, on essaye de réfléchir à mettre en place d'autres outils qui permettront à ceux qui en ont besoin de continuer à avoir accès aux données. Et donc, c'est pour ça que dès l'an dernier, il a été créé un deuxième accès, un accès en lecture seule aux interfaces des clubs et des comités de ski. Ça permet que désormais, les dirigeants puissent donner accès à l'interface, notamment club, à d'autres personnes au sein du club qui ne pourront pas faire de bêtises, qui ne pourront pas effacer par inadvertance une licence ou saisir des licences, mais par contre, accéder, par exemple, pour un responsable des officiels au niveau d'un comité, aller vérifier si l'ensemble de ces officiels ont bien suivi leur recyclage nécessaire et sinon les relancer. Idem au niveau d'un club, n'hésitez vraiment pas au niveau de chaque club à réfléchir à qui a besoin d'accéder aux données des licenciés du club et à donner cet accès en lecture beaucoup plus largement.
Vous parliez tout à l'heure de sueur, de choses comme ça. On va parler de certificat médical désormais. Y a-t-il des changements cette année ? Alors, pas de changement pour cette saison 23-24. Il y a eu un gros changement l'an dernier. C'est quelque chose sur lequel la fédération avait œuvré déjà depuis un petit moment pour simplifier au maximum le régime du certificat médical. Donc, désormais, il faut se souvenir que c'est finalement très rare les situations dans lesquelles un certificat médical est nécessaire. Pour tous les mineurs, on s'en réfère à un questionnaire de santé, le questionnaire de santé pour les mineurs, et le licencié devra simplement attester avoir répondu non à toutes les questions de ce questionnaire de santé. Pour les majeurs, pour les licenciés loisirs et dirigeants, il n'y a même rien du tout à faire. Donc là, on ne cherche plus le certificat médical, le questionnaire de santé, rien du tout. Et simplement pour les licenciés majeurs compétiteurs ou qui participent à une course avec un ticket course, alors là, on revient sur le régime de ce fameux questionnaire de santé, le questionnaire de santé majeur. Et pareil, il faut attester avoir répondu non à toutes les questions du questionnaire de santé. C'est un point important. On ne conserve pas les réponses au questionnaire de santé, on conserve uniquement l'attestation comme quoi la personne a bien répondu non à toutes les questions. Point particulier, le biathlon, oui. Exactement, qui est quand même toujours une discipline particulière. Et là, quel que soit le type de licence, quel que soit l'âge, pour les pratiquants du biathlon, un certificat médical attestant de la non-contre-indication à la pratique du biathlon est bien indispensable. Parmi les autres nouveautés, grande nouveauté, l'aide à la prise de licence. 2 moyens d'y arriver. Exactement, ça c'est pas forcément non plus nouveau, c'est un renouvellement des années précédentes. Il y a le dispositif du passeport, qui est un dispositif national étatique qui n'est pas spécifique au sport, mais qui permet une réduction de 50 € sur la prise de licence, l'adhésion au club, les activités, et qui est mis en place comme les années précédentes sur présentation d'un code par l'adhérent. Donc là, concrètement, toutes les personnes qui ont droit à cette réduction ont reçu ce fameux code et se présentent dans leur club avec ce club qui ensuite applique automatiquement la réduction et se fait rembourser derrière dans le dispositif le compte asso. Ça, c'est le premier dispositif, le dispositif étatique. Et on a un autre dispositif, un dispositif fédéral en partenariat avec Decathlon, qui permet d'avoir une réduction de 10 € sur la première licence prise par des jeunes qui sont nés en 2014 et après, donc les plus jeunes licenciés. Presque pour soi, qui viennent rejoindre un club. Et là, ça fonctionne à la fois pour une prise de licence en club et en ligne. À l'inverse, le passeport, il faut forcément venir prendre sa licence en club, puisque comme c'est un dispositif qui n'est pas fédéral, on n'arrive pas à faire fonctionner notre interface avec, donc le paiement doit se faire directement en club. Une remarque de Sylvie d'Esprit Racing là, sur le chat qui nous dit « Merci pour cette ouverture des licences à début octobre ». Voilà, eh bien, de rien. De rien. Merci Sylvie pour cette remarque à distance. Pas de questions pour l'heure, j'imagine, comme d'habitude sur ces nouveautés. David, on le voit là, des nouveautés réglementaires dans leur continuité, mais qui sont toujours au service de l'ensemble des licenciés, des adhérents et des clubs. Toujours continuer ce qui fonctionne et puis trouver de nouvelles solutions après. Trouver de nouvelles solutions après. On parlera de nouveautés dans quelques instants. On va marquer une petite pause. On va parler d'accessibilité de la pratique au sens large. L'accessibilité, c'est permettre à toutes les personnes, quel que soit leur niveau social, d'accéder à la pratique. Exemple de ce que vous pouvez découvrir sur les réseaux sociaux pour partager cette accessibilité à cette pratique proposée par la Fédération française de ski.
c'est de l'accompagnement socio-éducatif pour les enfants et leurs familles. Et donc, dans ce cadre-là, on finance des licences sportives pour les enfants qui sont à l'association. Pour ces familles, l'accès au ski est plutôt difficile, déjà au niveau logistique. Ils n'ont pas forcément les voitures pour venir ici. Après, au niveau financier aussi, parce que ça a quand même un coût. Là, tu fais un grand virage là et tu rejoins Fabien. D'accord? Le ski, ça permet un peu le dépassement de soi, découvrir aussi une nature ou un environnement qu'ils ne connaissent pas dans le quartier. Et puis pouvoir aussi participer avec les autres enfants qui viennent de milieux sociaux complètement différents. Beaucoup de gens ont accès au ski avec beaucoup de niveaux différents. Ils peuvent se baser aussi sur ça et se rendre compte qu'en fait, tout est possible. Vous aussi rejoignez un club, ça a été dit notamment bien par cette éducatrice de Ma Chance Spo aussi, qui est une association qui est là encore soutenue sur sur des problématiques qu'on peut tous rencontrer. Bien, vous le voyez, la pratique, ça rend le sourire, ça fait du bien. Donc venez au club et bienvenue au club. Ça sera encore le leitmotiv cette année. Et bienvenue, Sam. Merci. Merci de nous rejoindre. On va parler là encore de nouveautés. Parler de cette délivrance de licence en ligne justement, et puis parler de peut-être rappeler un petit rappel sur les principes généraux, une petite mini-synthèse. Exactement, une mini-synthèse, parce que résumé en quelques minutes, ce qu'on décrit parfois en 1h30 de réunion avec Prune, voilà, c'est pas évident. Mais vous allez relever le challenge. On va essayer. À titre d'information, et c'est quand même important, on a fait des vidéos tutos, une version courte et une version longue. Je remercie vraiment Lou qui travaille avec nous et le service Vie fédérale qui ont pu faire ça, où on se filme sur son écran en train de faire la manipulation avec le son. C'est pratique. Il y a aussi un document PDF d'accompagnement, mais 25 slides, moi j'avoue que ça me donne un peu des vertiges. Donc des fois, une vidéo de 5 minutes, c'est pas mal aussi. Sueur, vertige. Donc je peux que vous encourager à aller regarder cette vidéo. Très concrètement, et un petit rappel sur les principes généraux, c'est une obligation légale, hein, la délivrance des licences en ligne, et d'aller vers ce système. Ça a été une grande nouveauté de l'année dernière. Ça a été compliqué à mettre en place, mais on a bien avancé. L'objectif pour nous, c'est vraiment de simplifier la gestion administrative et d'apporter une expérience aux utilisateurs, de rendre la prise de licence beaucoup plus facile. On est en 2023, entre guillemets. Donc voilà, au-delà d'une obligation légale, c'est aussi une obligation en termes de pratique et d'utilisation. Aujourd'hui, tous les clubs qui le souhaitent peuvent rejoindre le dispositif. À titre d'information, on en avait à peu près 150 l'année dernière qui ont délivré des licences en ligne pour tous les types de licences. Mais Prune l'a rappelé tout à l'heure aussi, uniquement pour les paiements par carte bancaire. Aujourd'hui, on ne permet pas de gérer les autres systèmes de paiement et on ne le permettra pas à terme. C'est pourquoi, et ça c'est vraiment un message très important, les deux systèmes cohabitent. C'est-à-dire que je peux, en tant que club, continuer à délivrer des licences via mon interface classique pour délivrer des licences, de gestion des licences, et je peux rejoindre le dispositif pour délivrer des licences en ligne. Un peu plus concrètement, comment ça fonctionne et les points clés, hein, au-delà de ces rappels généraux. Le licencié, on lui laisse la main pour choisir son club, évidemment, son type de licence, son assurance, et il va payer directement en ligne. Élément important, et quand on a construit le dispositif, ça a vraiment été un prérequis, quelque chose qu'on s'est imposé, c'est le club qui valide in fine les licences. Nous, la fédération en tant que telle ne va pas imposer à un club une prise de licence, c'est vraiment le club qui reste dernier décisionnaire dans son interface pour appuyer sur le bouton. Honnêtement, c'est très simple et intuitif. Hein. La vidéo, elle est importante, mais voilà, c'est simple et intuitif. S'il y a toutefois un témoignage, hein, plutôt positif d'ailleurs, si possible, mais s'il y a un témoignage dans la salle, n'hésitez pas à en faire part à la fin de l'intervention. Le licencié, il a payé. Il y a une demande de prise de licence. Il y a une licence qui est en attente. Le club valide la licence et une fois que le club a validé la licence, le licencié est débité d'un point de vue bancaire. Et ensuite, puisque c'est la question qui est importante, sous 7 jours maximum, la fédération reverse les différentes parts. Ce qui est important à noter, au-delà des éléments techniques, comment ça se passe dans les interfaces, etc., hein, ça, on espère que c'est intuitif. Je remercie aussi le service informatique qui s'est démené pour faire des choses simples, et ça, c'est très bien et c'est important. C'est que ce système de délivrance en ligne, il permet de gérer
toutes les obligations légales, que ça soit lié au certificat médical, que ça soit le devoir d'information. Vous savez qu'on a l'obligation de proposer des options d'assurance complémentaires aux licenciés, que ça soit les autorisations parentales, notamment les questions, les prélèvements ou les choses comme ça. Le système permet de gérer l'ensemble de ces éléments. Alors on a juste mis une slide sur le renouvellement, mais c'est pour faire... facile. C'est facile, exactement. Ça paraît facile, en tout cas, et c'est facile pour le licencié, c'est ça qui compte. C'est juste pour faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur l'ouverture des licences. À partir du 3 octobre, concrètement, le club peut commencer à délivrer des licences. Il peut aller dans son interface de gestion, cliquer sur le petit bouton « Je paramètre ma prise de licence en ligne ». Et une fois qu'il a rempli son RIB, un message et le montant de ses cotisations, automatiquement et dans la foulée, son club est disponible et peut délivrer des licences en ligne. Voilà. Normalement, c'est très facile. Et une fois que le 3 octobre, je sais pas, à 17h20, vous avez fait cette manipulation, n'importe quel licencié, un licencié de chez vous qui veut renouveler sa licence, il sort son téléphone, il se connecte sur son espace, j'y reviendrai tout à l'heure, il se connecte sur son espace, il clique sur « Renouveler ». Automatiquement, et ça c'est important, votre club est présélectionné, le type de licence que la personne avait est présélectionné, l'option d'assurance est présélectionnée. On sait que les gens parfois sont un peu perdus. J'avais une loisir, option primo, etc. Il peut changer évidemment, mais tout est présélectionné et ça roule normalement en quelques minutes. Système évolutif. Exactement. J'imagine. Une nouveauté cette année, ça c'est important. On a construit tout le système comme quelque chose qu'on peut tenir nous-mêmes, donc vraiment des briques de manière simple et à pouvoir venir faire des modifications si besoin en fonction des retours des clubs. Donc on a pas mal de clubs qui nous ont fait une remarque en disant moi, quand les licenciés s'inscrivent, j'ai besoin de savoir s'ils s'inscrivent plutôt à la section ski de fond, ski alpin ou saut à ski, parce que j'ai des effectifs qui sont réservés et spécifiques pour chacune de ces sections. Donc on a introduit une notion de question personnalisable et optionnelle. Si le club décide de remplir cette question, le licencié la verra, enfin l'internaute, pas encore licencié, la verra directement sur son interface. Si le club ne la remplit pas, le licencié peut continuer et ne verra pas la question. L'idée pour nous, c'est vraiment on prend les retours et puis on essaye d'y répondre de la manière la plus homogène et coordonnée possible. Tout est disponible. J'imagine qu'un document spécifique expliquant tout ça est disponible. Mon Dieu, j'aurais dû dire ça, évidemment. Sur la BAO. Merci Seb. La BAO. Vous connaissez tous la BAO? Oui, tout le monde dans la salle, oui. Oui, bah, bien sûr, naturellement, sur la BAO. Tout à fait, tout est déjà disponible sur la boîte à outils. Et d'ailleurs, le replay de ce forum sera disponible à 20h02 dès que vos équipes auront terminé. Il faudrait voir de l'autre côté. On leur demandera. Les nouveautés, c'est également dans cette première séquence de cette soirée, c'est l'espace licencié avec des informations qui sont personnalisables et personnalisées. Tout à fait. En fait, quand on parle de nouveautés numériques, j'allais dire la délivrance des licences en ligne, c'est pas tellement une nouveauté puisque ça l'était déjà l'année dernière. Bon, en l'occurrence, il y avait 150 clubs qui l'utilisaient, c'est-à-dire que c'est une nouveauté pour 700 clubs. Donc voilà, ce qui est pas mal déjà. Ce qui est pas mal déjà, tout à fait. Le deuxième gros pilier d'un point de vue numérique, c'est l'espace licencié. Donc là, c'est l'idée et la volonté que les licenciés puissent directement sur leur téléphone avoir un certain nombre d'informations qui sont liées à leur pratique, exemple leurs résultats, leur palmarès, leur formation dans le cadre des encadrants bénévoles ou des officiels, avec la date d'expiration des diplômes. Et puis, je pense que vous voyez les slides à l'écran, et puis notamment d'accéder à leur licence, de télécharger leur licence et, via un simple clic, de rentrer dans le renouvellement de leur licence de manière automatique et la plus simple possible. Est-ce qu'il y a des prochaines étapes qui sont prévues? Alors déjà par rapport à ça, on n'a pas encore communiqué, c'est presque officieux entre guillemets. L'inauguration. On fait tout ce soir. On fait tout. Il y a un petit motion de présentation. On a travaillé sur une petite vidéo qui sera publiée dans les jours prochains, voilà, qui sera aussi évidemment disponible sur la BAO. Et l'idée, c'est de dire à nos licenciés, voilà tout ce que vous pouvez trouver, voilà tout ce qui va amener de la valeur ajoutée à la licence, voilà tout ce qu'on a développé pour vous, notamment, là, je ne vais pas en parler beaucoup, mais un petit système de messagerie pour les licenciés, c'est-à-dire qu'évidemment, sur mon espace sur mon espace personnalisé, sur mon interface, je vais pouvoir recevoir les notifications sur mon téléphone d'un message que mon club ou la fédération m'aurait envoyé. Là aussi, toutes les infos sont disponibles sur la BAO.
Nous, notre gros objectif maintenant pour les mois à venir, c'est d'apporter de la gamification, d'apporter de la plus-value, d'apporter des contenus un peu signature FFS. Voilà, c'est de rendre cet espace licencié le compagnon entre guillemets de ma pratique pour l'ensemble de nos licenciés, qu'ils soient loisirs ou de compétition jusqu'au plus haut niveau. Peut-être qu'Alexis prendra aussi son espace licencié pour aller regarder son palmarès et ses résultats de compétition. Peut-être. Sait-on jamais. On peut lui en parler. 2 questions avant de continuer et de parler là encore des outils à disposition. Une question de Christelle du Ski Club de Champs-Rousse. À partir de quelle date peut-on compléter la partie club pour lancer les licences en ligne qui ouvrent le 3 octobre? À partir du 3 octobre. Voilà. Non, mais je vais le redire différemment, mais vraiment, nous, le 3 octobre, l'interface, elle ouvre. Ça veut dire que la première chose que le club doit faire, c'est valider la licence de son président. C'est une obligation. Une fois qu'il a validé la licence de son président, il clique dans « Renseigner mes données pour la licence en ligne », je crois que ça s'appelle. Il rentre son RIB, un message, le montant de ses cotisations club, il clique sur « Valider » et la délivrance en ligne, c'est parti. 3 octobre. 3 octobre. 3 octobre. Antoine qui nous demande quand sera envoyé le nouveau code d'accès pour la gestion des licences. Eh bien, il faut s'adresser à vos comités de ski. Ça sera dans les prochains jours. Et je pense que ça sera fait très rapidement. Mais les codes d'accès sont transmis par chaque comité de ski à chaque club affilié. Et nous les avons transmis normalement au comité de ski. Nous les avons transmis. Ben voilà. On parle des outils ? Allons-y avec, on le disait, la BAO, bao.ffs.fr, la boîte à outils. Voilà, avec un petit visuel cette année qu'on a mis à jour, un peu plus punchy. Merci Coralie qui est en stage avec nous, qui a travaillé sur ce visuel, en alternance, pardon. Pour mettre un petit peu de vitamine pour ce début de saison, c'est important. On est tous prêts. Boîte à outils, l'ensemble des éléments toujours sont à votre disposition. On essaye de tout mettre à jour le plus vite possible. Hein. On s'y tient avec une rubrique saison 23-24. On sait qu'il y a plein de rubriques. Donc pour vous y retrouver, une rubrique dédiée et spécifique pour gagner un petit peu de temps. Le travail qu'on mène aujourd'hui, qui est important sur les outils, c'est sur le générateur de site. Puisqu'on travaille sur un nouveau template, un nouveau design graphique qui devrait être déployé courant novembre et mis à disposition des clubs, donc mis à disposition de tous les clubs qui veulent utiliser le générateur de site. Pour rappel, le générateur de site est un outil qui permet de créer son site internet pour tous les clubs de manière gratuite, rapide et facile. Donc on met en place un nouveau template graphique, un nouveau design, accessible aux nouveaux clubs qui souhaiteraient rejoindre le dispositif et aussi à ceux qui sont actuellement dans le dispositif et qui souhaiteraient simplement changer de design et réactualiser. Et petit mot par rapport à ça, on travaille aussi sur un système un peu plus simple d'arborescence, quelque chose de plus intuitif. Aujourd'hui, c'est un outil qui va fêter ses 10 ans. C'est assez rare pour des outils informatiques de ce type. On a quelques soucis, parfois de temps en temps un peu de développement. On a mis en place une grosse restructuration. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de problèmes au mois de juin-juillet. On est actuellement en train de refaire notre certificat, pour être tout à fait honnête. Donc il y a certains sites qui peuvent rencontrer quelques difficultés. Mais concrètement, on y travaille. On n'est pas 24 heures dessus, mais Mélodie, qui interviendra après moi, est quand même très souvent dessus. Donc même s'il y a des bugs de temps en temps, et ça peut arriver comme sur n'importe quel site, ça dure rarement plus de 24 heures et c'est plutôt bon signe. Parmi les autres outils, parlons de photos et de vidéos. Tout à fait, sur cette boîte à outils, on ne le rappelle pas toujours, on met beaucoup de photos libres de droit à disposition des clubs, c'est important. Et on a décidé de mettre de plus en plus de pastilles vidéo aussi à l'attention des clubs et des comités pour votre communication sur des formats adaptés aux réseaux sociaux, sur des formats adaptés pour éventuellement vos sites internet. L'idée, c'est que nous, au niveau de la fédération, on puisse construire des contenus et ensuite les diffuser le plus possible pour qu'on porte tous un message le plus homogène et percutant possible, j'allais dire. Et dans ce cadre-là, par exemple, cette année, on a essayé de travailler sur des petites pastilles vidéo avec nos athlètes, parce qu'on est une grande famille, la grande famille du ski français, et l'idée, c'est pas du tout d'opposer deux types de pratiques, c'est vraiment de créer des contenus qui réunissent l'ensemble de ces pratiques.
Je me permets de compléter. N'hésitez pas vraiment à utiliser tous ces outils, que ce soit photo ou vidéo. C'est tout libre de droit, donc on vous permet d'utiliser ça gratuitement. Et on a déjà eu plusieurs clubs qui, à l'inverse, parce qu'ils sont allés utiliser des photos, notamment soit trouvées sur Internet, soit d'une manifestation dont ils n'avaient pas les droits, ils ont dû payer. Et dans ces cas-là, ils reviennent vers nous et on n'a pas d'autres options à leur dire que dans ces cas-là, il faut effectivement payer. Donc, à l'inverse, il vaut mieux anticiper et utiliser tous ces outils que nous, on produit, on achète pour certains pour vous, qu'on essaye vraiment de renouveler assez souvent pour que vous puissiez les utiliser. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. N'hésitez pas à aller voir un petit peu tout ce qu'il y a. Et dès que vous voulez publier quelque chose, que ce soit sur votre site internet, sur vos réseaux, à utiliser tout ça. Y a-t-il quelques questions dans la salle avant de passer à la thématique suivante? Tout va bien. Vous avez là une remarque de Florence du Ski Club d'Antibes qui nous dit « Cette BAO est une pépite. Merci. » Voilà. Merci Florence. Merci Florence. Merci à vous deux. On va accueillir maintenant, on va vous remercier, Prune, avec quelques applaudissements pour tout le travail qui est mené par Prune. Et puis on va accueillir en musique Mélodie Reynaud qui nous rejoint. Ah, il n'y a pas la... Non, il n'y a pas la roue. Non, il n'y a pas la roue. Non, parce qu'à la répétition tout à l'heure, on va se dire les choses entre nous. Mélodie est arrivée et a fait une roue pour arriver. Voilà, dommage. Peut-être qu'elle nous fera ça dans une prochaine fois. C'est l'esprit skiform. C'est l'esprit skiform et vous avez complètement raison. Parlons maintenant donc de la communication fédérale, une grande communauté, n'est-ce pas? Mélodie. Donc moi je suis Mélodie, je suis chargée de communication et donc aujourd'hui je me fais la porte-parole du service communication et partenariat en lien avec Hervé, Julie, Coralie, Valentin. Et donc nous au quotidien on gère ce qu'on appelle en interne l'écosystème digital fédéral. Donc en fait, cet écosystème, il englobe notamment toute une communauté liée aux réseaux sociaux qu'on construit depuis 15 ans maintenant, sans achat de compte, ce qui nous permet d'avoir une petite communauté, mais bien fédérée et surtout bien à l'écoute des thématiques dont on traite au quotidien, et notamment tout ce qui est passion de la glisse. Et donc, sur cette grande communauté, on a plusieurs types de réseaux sociaux. Et on travaille vraiment sur une idée de grande famille du ski. Donc, depuis près de 5 ans, on travaille toutes les saisons sur une campagne de promotion en lien avec le service développement. Donc, on va vraiment définir un budget et essayer d'aller infuser tous les messages de promotion de la pratique en club sur différents outils spécifiques que sont les réseaux sociaux. Donc, avec des audiences bien précises, bien qualifiées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prépare en amont avec une stratégie et qu'on met en place toute la saison, tout ensemble, en essayant de l'améliorer selon les retombées. Donc là, on avait mis quelques chiffres que vous pouvez voir à l'écran de la saison précédente. Donc nouveau challenge cette année d'aller... faire mieux, tout simplement. Je crois que c'est bien résumé. 60. Tout à fait. Non, en fait, l'idée, juste le message qu'on veut faire passer, c'est que plutôt qu'un spot télé ou une campagne d'affichage, on va dire, plus massive, on essaye vraiment d'aller trouver notre audience en fonction des appétences qu'elle a. Et c'est vrai que c'est facile sur digital d'aller chercher ces personnes-là en fonction des contenus qu'elles peuvent consulter. Donc ça, on travaille là-dessus. Donc au menu cette année, cette saison, on reconduit. Donc on a tout de même un spot télé, un spot radio. On continue également notre web-série FFS TV, donc sur vraiment les coulisses des clubs, où on essaye de rentrer dans l'intimité des clubs pour montrer ce que vous faites, tout simplement, vos pratiques. Et comme le disait tout à l'heure Samuel, on a aussi tous ces pastilles réseaux sociaux
qu'on a déjà mis sur la boîte à outils, qui sont disponibles, mais aussi des affiches, des petits visuels où on va vraiment essayer de mettre en avant certains arguments comme la nature, comme la convivialité, le partage, la formation. Voilà, c'est des choses qu'on essaye de mettre avec des formats spécifiques adaptés aux réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Bien sûr, c'est à votre libre service. Et tous ces contenus-là, ils sont vraiment établis autour d'une stratégie de grande famille du ski et du snowboard. Comme je disais, on pense que c'est vraiment un vecteur de recrutement potentiel des licenciés. Et on essaye vraiment de travailler à fond sur le sujet au quotidien. Et donc, on travaille sur une campagne publicitaire sponsorisée avec un budget qui est défini. Et donc, tous ces contenus réseaux sociaux, ils renvoient vers 2 éléments. À travers le site web, c'est vraiment la map des clubs pour rechercher son club. Et ensuite, également, la prise de licence en ligne pour ceux qui le souhaitent. Et donc, ce site web, il est nouveau depuis l'automne dernier. Vous devez probablement le savoir. On a mis en place une nouvelle charte graphique avec ce site web. Et justement, on essaye de mettre davantage, plus en avant, la spécificité des pratiques en club, avec aussi l'espace licencié qui est plus mis en avant, et un onglet pratiquer en club où on va essayer vraiment de diffuser différents arguments pour séduire l'audience. Voilà un petit peu pour ce site web. Et plus largement, comme je disais tout à l'heure, on essaye vraiment de travailler sur ce sentiment d'appartenance à la grande famille du ski et du snowboard. Et on a bien compris que la vidéo était vraiment un axe majeur, déjà il y a quelques années, avec le lancement d'FFS TV. Donc FFS TV, c'est une chaîne de vidéos qu'on veut gratuite et qui a débuté au départ avec la volonté de mettre en avant les coulisses des équipes de France, et qu'on veut désormais vraiment beaucoup plus transversal depuis 2 ans, avec d'autres contenus comme notre web-série sur les clubs de la fédération, mais aussi des lives comme aujourd'hui, ce live qui est diffusé sur FFS TV, qui sera en replay demain sur cette même chaîne, mais aussi des conférences sur la lutte contre les violences, ou alors la diffusion en streaming d'autres compétitions un peu plus populaires, comme le Ladies Night Tour, comme certaines coupes d'Europe. Donc on essaye vraiment de faire un outil fédéral, qui n'est plus équipe de France avec d'autres messages à faire passer. Et tout ce contenu-là, FFS TV, on le diffuse aussi sur les réseaux sociaux, évidemment. Et je reviens sur les réseaux sociaux pour terminer ma petite présentation, justement pour vous donner quelques dates. Donc les 7 et 9 novembre, on a travaillé, on renouvelle ce qu'on appelle un webinaire sur l'utilisation des réseaux sociaux. Ce sont des mini-formations qu'on fait donc en visio, pour ceux qui le souhaitent, pour les clubs qui le souhaitent, vraiment pour parler des spécificités de chacun de ces outils-là et pour être, on va dire, les plus performants possibles dans votre communication de clubs et comités. Donc voilà, c'est des mini-formations gratuites, donc n'hésitez pas, c'est aussi un moment d'échange où les clubs ils peuvent nous poser leurs questions spécifiques sur leurs problématiques, et après ça fait un premier contact pour échanger aussi régulièrement par mail sur ces questions-là. Donc on va prochainement vous envoyer un petit questionnaire pour savoir vos attentes, et puis ensuite l'invitation officielle des 7 et 9 novembre. 7 et 9 novembre, 2 dates à retenir. Merci à vous deux pour cette présentation. Là encore, des chiffres excellents sur la partie FFS TV. Bravo, Mélo, et tout le travail qui est fait. D'ailleurs, vous êtes copié par plein de gens. Hein. Maintenant, on a FFR TV, FFF TV. Enfin, tout le monde reprend ce principe. Donc, bravo. Et c'est une belle manière de voir ce qui est fait, là encore, dans les club depuis 2 ans. Justement, quand on parle des clubs, des athlètes, c'est l'occasion des fois de discuter ensemble, de se poser des questions. Et bien, quand des enfants posent des questions aux athlètes autour de la chute, par exemple, tomber, ça donne ça en image. Est-ce que tomber, c'est normal ? Ouais, c'est normal. Pas beaucoup, mais c'est normal. On dit souvent, si tu tombes, c'est que tu continues d'apprendre. On apprend jusqu'à la fin de sa vie, on tombe jusqu'à la fin de sa vie. La chute ou l'échec, entre guillemets, nous fait grandir. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose depuis longtemps que j'ai intégré comme ça. Ouais, c'est normal de tomber, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Au même titre que c'est normal d'avoir des échecs. Ça fait effectivement partie de l'apprentissage, mais c'est la vie. Dans la vie, on tombe et on se relève tout le temps. Ça arrive quand on débute, mais ça arrive aussi encore à haut niveau. J'en suis hyper fière parce que je pense que physiquement, je me suis fait beaucoup mal et pourtant,
Je me suis jamais sentie aussi bien. Je pense que plus on tombe, plus on se relève et plus on devient fort. Oui, exactement. Voilà. Plus on tombe, plus on se relève. C'est clair. Hein, ça arrive souvent d'ailleurs. Christelle Bonin, directrice technique nationale adjointe, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir Christelle, et Nicolas Coulmy, directeur développement, formation et suivi scientifique. On va parler du projet de la politique fédérale au sens large et débuter ensemble avec le projet de performance fédérale. Alors tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Les activités de la fédération se déclinent à l'image d'une montagne sur deux versants que sont le projet sportif fédéral et le projet de performance fédérale, avec des publics et des sujets qui peuvent être communs et des thématiques qui sont pour certaines d'entre elles transversales, telles que la formation ou encore les politiques de prévention. Alors, ces deux stratégies sont complémentaires et permettent de répondre à tous les types de pratiques à la fédération. Alors, c'est l'Agence nationale du sport qui supervise l'activité de l'ensemble des fédérations au travers de ces deux dispositifs, et ce, de façon identique. Un outil naturellement au service de la performance, clairement. Et du développement pour le Et PSF. du développement des deux. Voilà, Soyons c'est précis. vraiment la globalité. Alors, pour revenir plus précisément sur le PPF que je vais vous présenter, donc le projet de performance fédérale ou PPF formalise la stratégie qui est mise en œuvre par la fédération pour contribuer au rayonnement de la France, mais également à la promotion des valeurs du sport dans nos disciplines olympiques. Chaque nouvelle Olympiade est ainsi l'occasion d'évaluer en profondeur notre modèle sportif, de le réinterroger pour le rendre plus efficient. Ceci en intégrant dorénavant, et on l'a dit, de façon prégnante les défis environnementaux, économiques et sociétaux. Alors, les indicateurs de résultats qui sont utilisés par le ministère en charge des sports et l'Agence nationale du sport pour juger de l'efficacité de cette politique sportive sont les titres et podiums sur les compétitions internationales de référence, à savoir les Jeux olympiques et les championnats du monde. Voilà les indicateurs. Les indicateurs. Principaux, quels sont les principaux changements depuis la dernière Olympiade ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que la réécriture du PPF ne vient pas uniquement de la fédération sur sa strate nationale. C'est vraiment le fruit de la consultation des différentes structures qui le composent, à savoir les centres interrégionaux d'entraînement Pôle Espoir et les centres nationaux d'entraînement Pôle France. Mais aussi, ça a été l'occasion d'impliquer les disciplines au niveau national, pour avoir un réel consensus dans ce qui a été formalisé. Alors, 3 évolutions principales ont été apportées. Tout d'abord, dans la structuration que nous avons souhaité graduer pour qu'elle devienne à terme, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais ça va le devenir, plus lisible auprès des athlètes, des parents, des entraîneurs et des partenaires. Pourquoi graduer ? Pour permettre aux sportifs de se situer à son juste niveau dans le PPF et ainsi d'identifier des objectifs à court, moyen ou long terme. Mais graduer aussi pour positionner les structures à leur juste niveau d'intervention avec des attendus clairement énoncés. Ça, c'est la première évolution. Ensuite, nous avons convenu, et ça a été un réel consensus, de la nécessité de mettre en perspective la progression du sportif au regard de l'ensemble du parcours fédéral, sur un temps plus long. C'est-à-dire de dire que chacune des étapes qui jalonnent ce PPF a son importance et qu'il y a des périodes charnières qui sont identifiées et pour lesquelles il faut précisément définir les attendus. Cela nous a par exemple amené à retarder l'entrée en pôle pour l'ensemble des disciplines dans les jeunes catégories, en laissant ainsi le temps suffisant à la formation. Enfin, le PPF il pose un cadre général avec des dispositifs qui laissent du coup de la latitude au territoire, ça c'est important, et qui peuvent ainsi mobiliser des dispositifs qu'ils seront en mesure d'utiliser pleinement selon leurs particularités.
Sur justement toujours ce PPF, de façon pratique, comment cela est mis en œuvre sur le terrain? Alors, c'est un projet de performance qui se veut progressif. Alors, la mise en œuvre sur le terrain se fait au travers des structures, les centres régionaux de formation, les CIE Pôle Espoir, les CNE Relève. Alors, justement, là, c'est l'intégration de nouvelles structures à la base, nouvelles structures que sont les centres régionaux de formation, portés essentiellement par les clubs et les districts. Ce projet, donc, il comprend, et c'est important, c'est fondateur, un temps initial de formation, puis d'entraînement, et ensuite de préparation au niveau et à l'optimisation de la performance. C'est aussi un projet qui doit prendre en compte le développement de l'enfant, de l'adolescent, du jeune adulte et de l'adulte dans toutes ses dimensions. On a ainsi souhaité construire un parcours qui permette à l'athlète de s'exprimer à son meilleur niveau de façon pérenne. Et pour certains d'entre eux, d'ambitionner des podiums sur les compétitions internationales de référence. Mais pour les autres sportifs, c'est-à-dire la majorité d'entre eux, de contribuer à la construction d'un adulte équilibré, qui aura développé d'autres compétences, qu'il sera en mesure de mobiliser dans l'environnement socio-professionnel de la montagne ou dans les clubs, par exemple. À titre d'information, pour cette saison, ça représente 2800 athlètes depuis les centres régionaux de formation jusque sur les CNE. 2800 athlètes. Si on s'intéresse donc à ce PPF 2023-2026, si on s'intéresse 2023-2026, je vais y arriver, la fin de journée, comme tout le monde. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être mis en œuvre là tout de suite? Alors, il faut que l'on... Pardon, parce que ça met un peu de temps. Voilà. Il faut que l'on conserve la dynamique que l'on a instaurée dans cette première phase, en formalisant les stratégies par discipline, et également en déclinant le projet sur les territoires. Et pour ça, on devra accompagner au quotidien, jusqu'à la fin de l'Olympiade, les acteurs qui sont plus proches du terrain. Et on s'est engagé à renforcer notre présence auprès des comités, auprès des structures de façon régulière, lorsqu'ils nous solliciteront, bien évidemment, mais aussi sur des temps plus formels. On va également, en tout cas, on a la volonté de contribuer, et ça c'est nouveau, à la mise en réseau des intervenants au sein de l'ensemble des structures du PPF, c'est-à-dire de la base jusqu'à tout au sommet de la pyramide, pour permettre la diffusion des orientations techniques nationales, encore appelées passe-neige. Alors quand je dis l'ensemble des intervenants dans les structures, ce sont les entraîneurs spécifiques, ce sont les préparateurs physiques, ça peut être les préparateurs mentaux, les coordonnateurs sportifs. C'est vraiment tous ces professionnels qui gravitent autour des sportifs. Alors, c'est la diffusion des orientations techniques, mais aussi leur enrichissement, leur mise à jour pour, in fine, permettre une amélioration globale du système. Et les objectifs étant, je le rappelle, de permettre l'identification des athlètes pour intégrer ce dispositif et la progression au plus haut niveau pour les meilleurs d'entre eux, et ce, quel que soit leur territoire d'appartenance. C'est très très clair. Christelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans quelques instants, vous pourrez bien l'interroger sur ce sujet, tout comme vous, à distance. On parle du PPF, là on va parler du PSF 2024-2027 avec vous, Nicolas. Oui, donc le PSF, comme l'a dit tout à l'heure Christelle, c'est l'autre versant de la montagne qui correspond à, comme c'est écrit ici, comme vous le voyez devant vous, le développement. Alors le développement au sens développement des pratiques, promouvoir des pratiques, des nouvelles activités, pourquoi pas, initier de nouveaux projets. Et le dernier point qu'a évoqué Christelle, les passe-neige, est typiquement l'exemple concret de cette continuité qu'il peut y avoir entre PPF et PSF. Donc, en étant ces orientations techniques nationales, en fait, ça permet de développer des habiletés, alors des habiletés pour des athlètes, des futurs athlètes de haut niveau, mais des habiletés pour le licencié
de loisirs également, puisque lui-même, il a envie de développer des habiletés techniques, des habiletés mentales, comportementales, qui peuvent être liées à la sécurité, être capable de prendre soin de soi, des autres, etc. Et donc, on est exactement dans la même démarche, on pourrait dire, pédagogique. Promouvoir, initier, former, accueillir, finalement. 3 verbes qui vous correspondent plutôt bien l'un et l'autre. Quelques chiffres, peut-être, Nicolas. Alors, quelques chiffres, sans faire une analyse exhaustive de tous ces chiffres, mais pour montrer quand même quelques exemples, parce que ce PSF, donc, il a été réécrit, il est en cours de formalisation. Les chiffres nous montrent quoi? Ils nous montrent que on a un petit peu moins de 100 000 licenciés, mais 50% de licenciés loisirs, 50% de licenciés compétiteurs dirigeants. C'est l'idée des 2 versants, hein, finalement, 2 versants qui, en termes de nombre, en tout cas, se valent. Et puis, la réécriture du PSF, elle s'est faite sur ces chiffres-là, sur des analyses aussi qualitatives. Et quand on regarde le taux de turnover de la fédération, il est d'environ 30%. Alors, ce n'est pas spécifique à la fédération de ski, parce que d'autres fédérations sont également sur un turnover semblable. Mais quand on regarde un peu mieux et qu'on s'aperçoit que 1% de moins de ce turnover correspondrait à 1000 licenciés, eh bien, ça permet aussi d'orienter dans le PSF, de donner un objectif qui est l'objectif de fidéliser les licenciés. Donc, c'est cette transformation de l'analyse en objectif. C'est ça le PSF, en objectif de développement. Un autre exemple, vous le voyez ici, presque 50% de nos licenciés ont moins de 18 ans, donc ils sont relativement jeunes. Mais en face, dans nos clubs, eh bien, les encadrements bénévoles, en tout cas, sont plutôt plus vieillissants. En tout cas, la pyramide des âges est plutôt orientée vers 50 ans, 60 ans. Et donc, ça aussi, ça doit nous donner un objectif de rajeunissement, finalement, des encadrants. Comment tout cela va se traduire dans les mois à venir? Alors, il faut le formaliser. Cette stratégie-là, il faut le formaliser. Donc, il y a un document cadre qui va être formalisé très prochainement, puisque c'est pour novembre 2023. Ce document, il va justement préciser les orientations stratégiques de la fédération. Il a été validé par le comité directeur et il met l'accent sur des axes qui ont été bien ciblés, définis, dont celui que vous voyez apparaître, la fédération qui s'engage. C'est un des axes, on va en voir d'autres tout à l'heure. Qui s'engage de quelle manière? Sur des thématiques sociétales, la prise en compte de l'évolution climatique, on va en parler tout à l'heure avec Stéphane, le développement d'activités diversifiées au service du bien-être. Mélodie nous a parlé de ski santé, de ski forme tout à l'heure. Donc la protection de l'intégrité physique, alors les plans de prévention, la notion de sécurité, ça fait aussi partie de ce PSF. Alors justement, vous lisiez à l'instant sur ce qu'on voyait à l'écran préalablement, la FFS s'engage. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les autres axes là, qui étaient un petit peu développés? Oui, alors il y a d'autres axes, il y en a 4. Hein. Il y a l'axe... la fédération, c'est un axe parmi les 4. Oui. Le premier axe, c'est les clubs. Les clubs, Okay. c'est quand même la base de notre fédération. Ça veut dire que c'est un des secteurs où la politique fédérale doit se développer, donc stratégiquement. Il y a évidemment, dans les clubs, il y a des licenciés, donc ce sont les licenciés qui composent ces clubs, donc cette base-là, elle va évidemment ensemble. La fédération, on l'a dit, elle s'engage elle-même, mais elle s'engage par rapport à un environnement, par rapport à un écosystème aussi. Et c'est la prise en compte de cet écosystème qui va permettre, tel que le définit le PSF, eh bien, qui va permettre de fixer des priorités, puisque finalement, le PSF, c'est donner des priorités. Il y a plein d'idées possibles en termes de développement, mais autant le dernier PSF, puisque le PSF, c'est pas nouveau, il en existait déjà un, était assez tout azimut. L'idée, c'est que celui-ci puisse se recentrer un petit peu sur des priorités. Et plusieurs priorités, naturellement, vous venez de le dire, au sein de chaque axe, et chaque axe correspondra à des actions, et puis on pourra retrouver tout cela sur le site internet, c'est ça, Nicolas? C'est ça, parce qu'en fait, ça peut paraître pour l'instant un peu presque théorique. Les axes, c'est des priorités, mais après, ce sont les actions qui vont faire que ça va être opérationnel. Et donc, avec un outil qui va être mis à disposition en décembre, janvier prochain,
un outil numérique donc, qui sera disponible sur le site internet de la fédération, qui va permettre d'avoir une vision plus opérationnelle de ce PSF, avec des exemples concrets d'actions pour donner des idées, sans demander forcément des financements, mais aussi donner des idées pour déposer des projets qui sont légitimes sur certains financements. Et puis, cette plateforme numérique va permettre également de partager des actions, c'est-à-dire de mettre en commun des actions qui fonctionnent déjà dans certains clubs pour les mettre à disposition des autres clubs. Donc on est un peu là aussi dans une intelligence collective, c'est-à-dire comment font les autres, comment moi je m'approprie les idées pour les mettre en face de mes propres problématiques. Et puis pour financer bien ce développement, rappelons qu'il y a un bras armé important, entre guillemets naturellement, c'est cette campagne ANS-PSF. Exactement, souvent quand on parle de PSF, on pense surtout à cette campagne ANS-PSF, qui est une campagne, donc, comme son nom l'indique, qui est organisée par l'Agence nationale du sport, mais qui passe par la fédération pour instruire les dossiers. Cette année, vous voyez les chiffres, plus de 650 000 € ont été distribués sur 189 dossiers. Et ces enveloppes, cette enveloppe globale est distribuée en grande majorité au club. Donc ça va bien sur les pratiquants qui ont des idées. C'est pas forcément quelque chose qui vient d'en haut, comme on dit souvent. C'est vraiment les idées qui émergent aussi au niveau des clubs et des licenciés. Et ce type de financement, il complète aussi d'autres financements qui existent. Le Fonds de développement de la vie associative, le projet sportif territorial, avec la conférence des financeurs au niveau régional. C'est-à-dire, il existe d'autres moyens, et on peut tout à fait cumuler ces finances, d'autres moyens de financer les projets dans les différentes structures. Jusqu'à quelle proportion, c'est une question qui revient assez régulièrement, mais si vous pouvez nous redonner l'information, ces actions sont-elles financées ? C'est 80%. 80% des projets sont financés, peuvent être financés à ce taux-là. Cette année, les clubs pouvaient présenter 2 projets et les comités de ski pouvaient présenter 3 projets, plus un projet qui concernait la formation. Donc rendez-vous février, mars, c'est ça, 2024 ? C'est ça, rendez-vous pour cette prochaine campagne avec les premières... les informations qui seront diffusées au moment de février-mars, comme tu le dis, 2024. Plus d'infos donc à venir, mais retenez déjà ces périodes, et puis soyez, comme ça a été dit, plein d'idées et dans l'apport de solutions. Merci Christelle, merci Nicolas pour votre intervention. Et on va accueillir, là encore on va faire applaudissements, merci beaucoup pour Christelle, Nicolas. Et je vais demander à Stéphane Balma de me rejoindre. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue. Je le disais en introduction, on a parlé tout à l'heure avec Fabien de cette responsabilité environnementale. On va faire un focus avec vous sur ce qui est fait au sein du Chamonix Ski Alpin Racing. Vous êtes le vice-président. Je le disais dans l'introduction, mais peut-être pas commencer comme ça, mais en quoi vous êtes remarquable ? Parce que vous avez un temps d'avance, parce que vous avez tout le temps pensé avant sur d'autres choses ? En tout cas, on vous remercie de nous imaginer remarquables. Avant d'évoquer avec vous et d'échanger avec vous un peu ce que nous mettons en place depuis 2 ans au niveau du Chamonix Ski Alpin Racing, au niveau de la responsabilité environnementale, permettez-moi de vous remercier de nous avoir invités. Donc la Fédération française de ski et Fabien, merci. Nous sommes venus donc avec Corinne, notre présidente, et Florio, avec qui nous travaillons particulièrement sur ce projet. Donc la genèse de ce projet, en fait, nous avons décidé en 2021, autour d'une discussion, de réduire l'empreinte carbone de notre fonctionnement. Donc le Chamonix Ski Alpin Racing, c'est 190 jeunes, une dizaine d'entraîneurs, une vallée particulière au niveau de sa géographie et de nombreuses discussions au cours desquelles il ne nous a pas échappé qu'il y avait un nouveau facteur qui est probablement un facteur de performance à venir, qui était le nouveau régime climatique.
Et nous avons décidé de nous lancer, sans trop savoir où nous allions, sur un programme, idée de réduire notre empreinte carbone. Ça, c'était l'automne 2021. 2 principes à cette initiative. Le premier, c'était de dire, on réaffirme notre objet. Nous sommes un club de ski alpin de compétition. On forme des jeunes au haut niveau. On forme des jeunes qui iront soit dans les équipes de France, soit continueront à pratiquer ou devenir des professionnels dans tous les domaines de la montagne. Ça, c'était le premier principe qu'on a voulu réaffirmer. Et 2, au vu de ce qui se passe, on a souhaité dire que modestement, on décidait de partir dans une démarche responsable et de voir quelles étaient nos possibilités pour, on va dire, faire notre part par rapport à ce nouveau paramètre qui nous lie tous et pour de nombreuses années. Deuxième principe de notre démarche, tout ce qui a été mis en place et que je vais vous présenter a été mis en place sur la base du volontariat. Il a été proposé à tous nos membres de réfléchir à ces dimensions-là et de voir dans quelle mesure et à quelle vitesse ils souhaitaient s'intégrer dans les propositions qu'on leur a faites et qu'on leur refera. Le pari, c'est que dans l'esprit de tout le monde, le réchauffement climatique, en tout cas dans nos contrées, est quelque chose qui est partagé, a un impact réel sur les paysages, un impact réel sur les conditions d'entraînement. Témoin, les glaciers l'année dernière en 2022. Cette année, on a eu un peu de chance puisque le printemps et début d'été ont été favorables. Mais on voit quand même que notre pratique va fortement être impactée dans les années à venir. Et le pari, c'est que cette bienveillance, elle est partagée. Et l'idée, c'était de dire qu'on pouvait rentrer dans ces dimensions-là de manière joyeuse, de manière motivée et dynamique, et emmener un peu tout le monde. Donc, nous avons mis en place notre programme, qui s'appelle le Ski Racing Ambition Carbone Zéro, dont le parrain est Blaise Guizen-Danner, membre des équipes de France et descendeur, et qui nous a gentiment donné son accord. Et c'est important d'avoir un parrain, d'avoir un champion qui croit, qui cautionne, et en tout cas qui est favorable à cette démarche-là. Donc nous sommes en 2023-2024, nous avons commencé la saison 1 en 2021-2022 par sensibiliser. Comment démarrer un programme comme ça dans une association, dans un club de ski? On s'est dit on va essayer d'avoir des actions symboliques dans un premier temps. Donc la première a été ce qu'on a appelé nos courses de ski ambition zéro carbone. La vallée de Chamonix est une vallée longue qui fait 25 km. Nous avons beaucoup de déplacements, que ce soit pour les entraînements ou pour les courses. Et nous avons choisi d'utiliser ce que la communauté de communes et ce que les collectivités mettent à notre disposition. Je crois qu'on est un peu vite. À savoir les transports en commun et la chance qu'on a notamment d'avoir un train. Donc simplement symboliquement, chez les petites catégories, on a proposé aux enfants et aux parents de se rendre sur 4 courses uniquement en train, sans aucune espèce d'obligation. Et il s'est trouvé que les enfants aiment le train. Il s'est trouvé que les enfants ont aimé reprendre le train et que les parents n'ont pas eu d'autre choix que de suivre ce que faisaient leurs enfants. Donc ça, c'était la première idée et qui a quand même fonctionné et qui a mis dans l'esprit de nos membres cette première idée qu'il fallait qu'on allait commencer à faire attention. La deuxième, ça a été les récompenses. On a choisi, pareil, autour d'une discussion, à la place des coupes, de remettre des sapins à planter. On a tapé sur Internet, on a trouvé un éleveur de sapins dans la région en Haute-Savoie, donc quelqu'un de local, qui nous a aidés, en tout cas, à remettre des sapins. Donc, sur les podiums, à la place de coupe, nous avons remis des sapins avec symboliquement proposé à tous les enfants de les planter et nous envoyer une photo ou une vidéo du moment où ils les plantaient. Et on a été agréablement surpris. C'est probablement l'une des initiatives qui a le plus marqué les parents, les coureurs, d'autres clubs, des coureurs sur les courses internationales, sur les FIS, etc., etc. Et on a reçu des vidéos, même un an après, même 6 mois après, de jeunes qui plantaient le sapin avec leurs parents, qui n'étaient pas forcément tout à fait enthousiastes à chaque fois, mais en tout cas, ils étaient obligés. En gros, ils n'avaient pas trop le choix, c'est un peu comme la même idée du train. Donc ça, c'est notre saison 1, qui a été une saison de sensibilisation, puisqu'il faut bien démarrer. La deuxième saison, Juste avant, Stéphane, oui. Qui a été le plus difficile à convaincre? J'ai l'impression, en vous écoutant, que c'est finalement plus les parents que les enfants.
À convaincre, je ne suis pas sûr. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé du pari. Ouais. Le pari, c'est de dire qu'il y a une bienveillance partagée par rapport au climat et à la planète, des niveaux de conscience différents, il y a des niveaux d'implication différents. Loin de nous l'idée de dire voilà comment il faut faire. Simplement montrer que ça peut être sympa, le train nous l'a montré, que ça peut être une vraie prise de conscience, planter des petits sapins, ça l'a montré. Et finalement, on n'est pas tellement dans la démarche de vouloir convaincre. On fait le pari que ça va marcher. Okay. Et donc la saison 2, on s'est dit, maintenant qu'on a sensibilisé, on va essayer de passer à l'éducation. Et c'est là où je remercie à nouveau Fabien, la FFS, qui nous a permis, grâce à un financement sur un programme qui probablement venait de la slide que j'ai vue avant, de passer à l'étape d'après. Donc l'étape d'après, ça a été d'organiser un atelier de la fresque du climat. Qui parmi vous, dans l'Assemblée, connaît l'atelier de la fresque du climat où il a participé? Qui a déjà fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais prendre le temps, si j'ai le temps, juste de vous le présenter. Entre nous. Hein. Donc l'atelier de la fresque du climat est un atelier, disons, de formation qui dure 3 heures, qui vous permet, à travers un jeu de cartes, de comprendre ce que le rapport du GIEC en 1000 pages souhaite nous transmettre. La fresque du climat est une association créée en 2018 par Cédric Rochenbach, qui est un ancien du GIEC et qui s'est posé la question comment je pourrais faire en sorte que les gens comprennent ce que le GIEC nous raconte, parce que moi je sais ce qu'est le GIEC et c'est quelque chose qui est quand même sérieux. Il a mis au point cet atelier, nous l'avons organisé avec les dirigeants et les entraîneurs au sein du club et ça nous a permis de rentrer un peu plus dans la compréhension de ce qui nous arrive et je crois que tout le monde a été content de le faire. Et ça, c'était l'étape d'éducation. Donc, nous avons eu 2 bénévoles qui sont formés, donc qui sont fresqueurs et qui nous permettent maintenant de refaire des fresques du climat au sein de notre club. L'étape d'après, puisqu'on parlait de la saison 2, ça a été, et là je remercie, c'est toujours grâce à la fédération, nous nous sommes attachés les services d'une consultante pour passer à l'étape de l'évaluation. Donc sensibilisation, le train, les sapins, éducation, la fresque du climat, et troisièmement, l'évaluation. Quelle est l'empreinte carbone de notre club sur un fonctionnement année? Par le travail fait avec la consultante, dont on vous donnera quelques chiffres, on a mis en point un système d'information pour mesurer notre empreinte carbone. Et on a été un peu plus loin puisqu'on a intégré cette prise en compte environnementale et cette évaluation, ce bilan carbone, dans une stratégie de RSO, la responsabilité sociétale des organisations. Pour laquelle on est accompagné toujours par cette consultante et qui nous permet d'intégrer toutes les dimensions d'un club, que ce soit les valeurs associatives, que ce soit la gouvernance, que ce soit la qualité des relations humaines, la pérennité, etc. etc. Et tout ce travail a été fait cet hiver et je remercie tous les bénévoles qui ont donné un grand coup de main parce que les tableaux Excel pour essayer de recueillir le nombre de kilomètres faits par chaque parent, par chaque catégorie en covoiturage, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile et réalisable d'emblée. Et donc nous arrivons avec cette année, donc à la fin de la saison 2, avec, donc vous le voyez ici, notre premier bilan carbone hiver, et où on voit que le principal poste, ce sont les transports, pardon, les transports, donc sur lesquels nous agissons par le train, par le covoiturage qu'on va essayer de rendre de plus en plus efficace. On a l'ambition de trouver des financements pour des bus électriques. C'est en prévision, je ne sais pas si on y arrivera. Et ce qu'on peut dire, c'est que si, avec le nombre de kilomètres faits dans notre belle vallée de Chamonix, du Tour jusqu'aux Ouches, on n'avait rien fait, on s'était mis avec que des voitures individuelles sans faire d'efforts, on aurait eu un tonnage de CO2, X, Y ou Z, parce qu'on n'a pas tout à fait les chiffres. En faisant tout ce qu'on a fait, notre consultant nous dit qu'on a eu 25% de réduction de notre impact. Alors, on est conscient que c'est modeste,
On est conscient que c'est pas énorme. On n'a pas l'ambition de changer la trajectoire climatique de la Terre, mais on est content de faire notre part. On est content de porter un message responsable en disant on tient au ski, on a envie de continuer à former des jeunes, on a envie de continuer à faire du ski de compétition, organiser des courses. Et voilà en face ce qu'on essaie de mettre et pour faire notre part. Et ça, c'est donc notre saison 3 qui va démarrer. Donc à partir des mesures, on sera capable d'avoir des objectifs de réduction, si on peut. On sera capable d'intégrer dans notre fonctionnement, on va dire, des stages d'entraînement, intégrer des façons de faire pour être performants, tout en essayant de les garder dans une enveloppe, on va dire, stable, la réduire si on peut, et continuer à avoir des initiatives, on espère, assez sympas, et je vous la donne en avant-première. Donc nous allons organiser une course de ski comme souvent, avec plusieurs clubs de Haute-Savoie, on n'a encore pas choisi laquelle, et probablement qu'on proposera à tous les clubs qui viennent dans notre vallée de s'arrêter à Saint-Gervais-les-Bains, au Fayet, et de prendre le train. On est en train de s'organiser avec la SNCF qui joue le jeu, qui est un partenaire qui est toujours présent. Et à travers ce genre d'initiative, on espère continuer à sensibiliser et à montrer que, 1, c'est faisable, 2, c'est pas forcément ennuyeux, et ça nous semble nécessaire et indispensable. Sans être dans le côté, je l'ai bien compris, donneur de leçons, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vraiment l'idée de partager justement votre expérience. Quels conseils vous donneriez finalement aux autres clubs ? Alors, je ne sais pas si ça peut être des conseils, c'est surtout le témoignage de 3 ans d'expérience. Le premier, c'est quelque chose qui, de notre point de vue, prendre en compte cette dimension-là, ces facteurs-là, à mon avis, devient essentiel, voire indispensable. Je pense que c'est un témoin de notre responsabilité. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, je pense que cette prise de responsabilité, elle est partagée par bon nombre d'entre nous, sur l'évolution de ce climat sur laquelle on a peut-être encore un peu de prise, mais pas tant. Que le plus important de ce qu'on a vécu, c'est de laisser place à la libre évolution de chacun. Donc la base du volontariat, chacun chemine au fur et à mesure, il n'y a pas d'obligation, et que finalement on fait le pari que une majorité de membres, une majorité de parents, d'entraîneurs, de dirigeants, d'enfants vont trouver ça chouette et vont le faire, et finalement au bout d'un moment il y aura une espèce de conformité au groupe qui va s'installer et qu'on arrivera tout doucement vers des résultats qui seront, j'espère, les meilleurs possibles. L'idée, c'est finalement de pouvoir tous ensemble et dans une démarche globale, de s'asseoir peut-être à une grande table et de discuter tous ensemble pour que demain la démarche ne soit pas que de ci et de là, mais vraiment tout à partagée. Fait. Et à ce sujet, une autre initiative que nous avons lancée et qui aura lieu courant novembre avec l'appui de la mairie de Chamonix. Nous allons faire une grande fresque du climat dans laquelle nous, Chamonix Ski Alpin Racing, nous allons inviter tous les membres de notre écosystème ski alpin à participer ensemble à cet atelier pour partager, se retrouver autour d'un enjeu commun, puisque ce qui nous arrive nous impacte tous, et surtout sur des rapports nouveaux. Nous avons donc déjà l'accord des remontées mécaniques, donc l'ENSA devrait être d'accord, toutes les ESF de la vallée, tous les clubs, voire les grands organismes autour du ski alpin, on va leur proposer de se retrouver, de faire ce jeu, et de comprendre simplement ce qui se passe, et se retrouver ensemble et dire voilà le message solide et collectif du monde du ski alpin sur ce sujet-là. Et modestement, on essaye de tous prendre notre part. Merci Stéphane. Juste souligner Nicolas du Ski Club Bar qui dit bravo au Chamonix Ski Alpin Racing, de superbes initiatives. Ou encore Frédéric du Ski Club du Pays d'Aix qui dit bravo à Chamonix Ski Alpin Racing pour toutes ces initiatives dont nous allons nous inspirer. Voilà, merci finalement. Merci pour ce témoignage, Stéphane. Merci beaucoup. Et nous arrivons au terme de ce 9e forum et je vais demander à Fabien Saguez, le président de la Fédération française de ski, de me rejoindre pour quelques mots. Avant de vous laisser conclure et partager avec tout le monde autour de ce forum et des différentes informations qui ont été données, peut-être un mot sur ce qui vient d'être dit par Stéphane. Je reconnais bien l'érudit qui est Stéphane, notamment en faisant référence à la légende du colibri et à Pierre Rabhi.
Moi, je trouve cette notion de faire sa part, il l'a beaucoup répété dans son intervention. Je pense qu'elle est importante. On est souvent interpellé. Moi, ça a été mon cas, et notamment dans le cadre de la fenêtre d'exposition des championnats du monde de cet hiver à Courchevel-Méribel. Le sujet principal n'était pas le sport, mais plutôt le réchauffement climatique et l'environnement. Et c'est bien normal, c'est une thématique qui nous touche tous, c'est une crise qui nous touche tous. Et quelque part, j'ai cessé de rappeler qu'on était tous des habitants de la planète Terre, des piémonts, des villes à proximité des montagnes, des vallées. Parfois même, pour certains d'entre nous, on habite très haut en altitude. Qu'on était directement impacté, qu'on avait cette vision, on se rendait compte tous les jours de ce qui se passait, et qu'en fait, on a des réflexes qui nous ont été transmis par nos parents, et je dirais que ça a toujours été intégré, la préservation de notre milieu. La slide sur le premier état du bilan carbone du Chamonix Ski Racing rejoint des bilans carbone qu'on a déjà fait pour nos événements. Je pense notamment aux Coupes du Monde du Grand Bornand ou aux Championnats du Monde, dans lequel on voit bien que le transport a un impact majeur et que faire sa part, oui, évidemment. Et en même temps, nous, dirigeants, moi c'est mon cas aujourd'hui en tant que responsable de l'institution Fédération Française de Ski, que de pouvoir dialoguer aussi avec des responsables politiques, des technocrates pour lesquels le pays en a besoin pour expliquer qu'à un moment ou à un autre, il faudra aussi que cette prise de conscience vienne du haut et nous permette notamment d'avoir, par exemple, des voies ferrées dans l'ensemble de nos vallées. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sur cette thématique, ça veut dire que les prochaines semaines, les prochains mois, ça a été dit en ouverture, vont être vraiment consacrés à cette notion de responsabilité environnementale et d'aller encore plus loin sur ce sujet? Il y a un prédicat à ça qui est important à connaître. On a beaucoup travaillé avec les services de la fédération et on a un point sur lequel on pense ne pas bien se connaître. On ne sait pas vraiment très bien qui on est. Je fais référence à ce qu'a dit Samuel tout à l'heure, notamment sur l'espace e-licencié et l'ensemble des informations qu'on doit collecter. Il faut qu'on sache qui fait quoi. Et c'est absolument pas l'idée de pénétrer dans la vie des gens, mais c'est plutôt de dire l'institution doit bien connaître l'ensemble de ses adhérents, de ses licenciés, de ses clubs et de leur activité. Et là-dessus, on n'est pas très bon et on doit fortement s'améliorer pour avoir cette vision, cette photographie de qui on est. Elle nous donnera la possibilité d'être sensible à l'ensemble des activités et des adhérents. Elle nous donnera la possibilité aussi d'avoir une vraie voix auprès de nos partenaires et de dire ce que peut représenter aujourd'hui les licenciés de la fédération et leurs activités, toutes les activités confondues, faites par les clubs et pratiquées par nos licenciés. Ça, c'est un prédicat qui est important parce que très souvent, c'est des choses qu'on balaye. On a souvent une idée, on dit ben oui, nous, la fédération, voilà ce qu'on fait. Non, mais moi, j'ai envie qu'on l'écrive, qu'on ait des datas, des données claires sur qui on est. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on pourra développer une stratégie qui ira aussi dans le sens, alors à la fois dans le sens de l'histoire, le réchauffement climatique a évidemment toute sa part là-dedans, et donc notre responsabilité, et notamment tournée vers l'environnement, doit constituer une priorité, mais il faut qu'on le fasse de manière ciblée et à bon escient. Évidemment, il faut qu'on se donne un objectif, il faut qu'on ait des dates, et je pense que l'horizon 2030 pour nous, et ça tombe bien parce que 2030 est un chiffre qui ressort beaucoup en ce moment dans les médias, et je pense que ça sera l'une des thématiques, et c'est l'une des préoccupations du Comité international olympique, du CIO, qui aujourd'hui développe une vraie stratégie de changement sur l'approche des Jeux olympiques d'hiver. Et moi, je pense qu'il faut qu'on s'appuie là-dessus pour faire en sorte que cet objectif 2030 devienne un objectif de responsabilité commune. On a bien évidemment
pas que l'environnement à traiter. On a toutes les grandes thématiques aujourd'hui sociétales. Et je le dis parce que c'est très important pour nous, c'est très important pour moi. On doit mettre en place des actions concrètes pour les prochaines saisons. Ça concerne bien évidemment l'inclusion par le sport. Aujourd'hui, c'est essentiel. Et je pense qu'on touche trop peu de public encore. Le ski est contraignant. Mais on a droit aussi de se dire qu'on est capable d'aller chercher des publics qui sont un peu plus lointains, des publics qui sont en ville, des populations qui se sédentarisent. Et donc, de toute façon, la thématique du sport santé, du ski santé, du ski forme, c'est des outils qu'on a développés et qu'on a à disposition, doivent être des véhicules pour faire en sorte que notre public s'élargisse. Bien évidemment, la lutte contre les violences, évidemment, le harcèlement en fait partie, la lutte contre les violences sexuelles, bien évidemment, est une thématique majeure aujourd'hui, et on doit continuer à donner des outils de formation à l'ensemble de nos dirigeants, de nos intervenants, de nos encadrants dans nos clubs et dans nos comités régionaux. Ça, c'est les grandes thématiques sur lesquelles je pense qu'on ne doit pas faire de compromis. Il n'y a pas de concession à avoir sur ces sujets-là. On travaille à notre rythme, avec nos équipes, avec la capacité qu'on a à faire les choses, mais on doit le faire. Encore une fois, je reviens à ce que disait Stéphane, on doit faire notre part là-dessus. Je veux qu'on soit aussi proactif et innovant sur les thématiques sociétales et environnementales, les missions d'intérêt général, bien évidemment. Et évidemment, il faut qu'on ait un... Je parlais de véhicules, souvent on parle de véhicules en matière de finances, et je vais faire le lien. La fédération vient de créer tout récemment un fonds de dotation. Ce fonds de dotation, il est créé sous l'impulsion d'un héritage positif des championnats du monde de Courchevel-Méribel 2023. Et parce que ça va susciter pour nous une vraie réflexion sur le fonds de dotation, mais surtout ça donne des garanties et une transparence vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires institutionnels. Aujourd'hui, et ça sera l'un des sujets, et c'est l'un des sujets qui nous anime et qui nous animera ces prochains mois, le changement de gouvernance, la loi sur le sport du 2 mars 2022, nous amène à avoir plus de transparence. Le fonds de dotation, il va percevoir des fonds. Évidemment, c'est une entrée fiscale, et ça a son avantage, puisque pour emmener des gens sur des grands projets et des thématiques comme on vient de traiter, je pense qu'il faut qu'à la fois on se donne la garantie que tout est transparent. Et j'ai aucun doute, on va constituer un conseil d'administration qui permettra d'avoir des personnalités à la fois qualifiées ou expertes qui viendront dans ce conseil d'administration. Et ça ne sera absolument pas le simple fait du prince de la fédération de l'utilisation de ces fonds. À l'intérieur de ce fonds de dotation, évidemment, les thématiques qu'on vient d'évoquer sont prévues. Alors évidemment, la relève, le haut niveau est bien évidemment intégré au dispositif, mais pas que. Pour rassurer certains qui pourraient avoir des doutes sur le fait qu'on mettrait toutes nos billes au même endroit. Donc, moi, je l'ai dit dès le départ de mon mandat, et je pense que la présentation qui a été faite sur PSF, PPF, résume bien la pensée et le courant de pensée qu'on peut avoir aujourd'hui à la fédération. Bon, un dernier mot sur un projet aussi fédérateur. Je le vois comme de la même manière que le siège, c'est qu'en 2024, on aura les 100 ans de la fédération. Alors, il y a plein d'anniversaires qui arrivent cette année. On aura les 100 ans des Jeux de Chamonix, les 100 ans de la création de la Fédération internationale de ski. Il y a des ski clubs qui ont célébré leurs 100 ans l'année dernière, cette année. Et ces anniversaires ponctuent et donnent une image de la vitalité que notre fédération a à travers le temps. Bien évidemment, on souhaite célébrer cet anniversaire. Jour pour jour, il aura lieu en octobre 2024, puisque c'est date de la création de la fédération. C'était à l'époque la réunion de plusieurs comités régionaux, ou plusieurs massifs, on peut le dire comme ça.
C'est une opportunité de faire un travail rétrospectif, culturel et patrimonial, de se remémorer ensemble les grands moments de ce siècle passé, parce que tous autant que vous êtes, on a des images et des souvenirs, des moments d'émotion qui sont uniques, soit à titre personnel, soit au titre du partage, soit au titre des exploits ou d'événements qu'on a pu vivre. J'en ai un certain nombre, j'ai souvent l'occasion de revenir dessus, des moments assez incroyables. Et donc ça fait ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, il faut qu'en lien avec ça, on ait des moments de réflexion sur l'avenir, un travail prospectif, bien évidemment, en associant vous, licenciés, et l'ensemble de nos clubs. Et parce que j'y suis sensible, et je l'ai dit dès le départ dans mon mandat, je veux qu'il y ait cette filiation avec les jeunes générations. Cette notion de tutorat, d'accompagnement, elle est essentielle pour nous. Elle est essentielle au sein des clubs qui sont tournés vers le haut niveau, et ce qu'on appelle plus communément la filière d'accès au haut niveau, mais elle est essentielle pour nos moniteurs fédéraux d'emmener et d'embarquer des jeunes, quel que soit leur âge, leur génération, leur sensibilité. Et je pense que ça me semble la mission prioritaire de notre fédération, et ces 100 ans vont permettre de donner une base à ça. Évidemment, l'ensemble de ces programmes seront communiqués dans les mois à venir. Vous imaginez bien que le travail qui est à réaliser est immense et en même temps doit être aussi rationnel que ce que le club de Chamonix a présenté ce soir. Je n'ai pas l'impression que c'était finalement des actions compliquées, mais c'était des actions simples avec un esprit de synthèse important qui permettent à tout le monde d'y accéder. Je vais évidemment remercier l'ensemble du personnel de la fédération, qui a travaillé évidemment en mettant en place ce forum, mais surtout qui travaille au quotidien, qui a été pas mal bousculé ces derniers temps avec le changement de siège. Mine de rien, c'est des changements de repères, même si tout semble extrêmement positif, il faut quand même s'acculturer au lieu, à l'organisation qui en découle. Je vais dire merci à David parce qu'il a présenté le siège. Alors c'est vrai, on l'a dit, on l'a nommé chef de chantier sur le siège de la fédération. Non, il y a dépensé beaucoup d'énergie et je dois dire que le résultat est excellent. Merci à Prune et à Sam pour l'organisation du forum avec l'ensemble de vos équipes. Et Sam particulièrement, je sais que tu as passé beaucoup de temps à organiser tout ça. Et puis à vous dire merci à vous tous, licenciés de la fédération. J'espère que tout le monde aura été satisfait de ce qu'on a pu dire, ou en tout cas, voilà, on est comme d'habitude très ouvert à l'idée d'interagir avec vous. Et puis, relatif au siège, je ne peux pas passer à côté du fait de dire merci à l'Agence nationale du sport qui nous accompagne au quotidien, et sur les deux volets et les deux versants de la fédération. Merci au Grand Annecy, c'est notre territoire, on y est installé, on y est bien. Merci évidemment à la région Aura, parce qu'elle est là, elle nous soutient au quotidien, et un immense merci au département de la Haute-Savoie, qui est aujourd'hui un territoire d'excellence, et notamment autour des disciplines qui sont les nôtres et des événements qu'on est capable de créer. Merci Fabien pour ces mots. Regardez, on vient de recevoir, alors il y en a plusieurs messages là qui arrivent, mais du ski club d'Antibes qui dit « Nous pouvons être fiers de notre fédération et des valeurs qu'elle transmet tout en mettant en exergue le bénévolat de chaque moniteur fédéral qui transmet sa passion sur son temps privé. La meilleure des récompenses, c'est quand nos jeunes licenciés deviennent à leur tour moniteurs fédéraux. » Voilà. Exactement, c'est très bien résumé. Exactement. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce rendez-vous, aux personnes qui étaient ici dans cette nouvelle maison du ski français, et puis pour les plus de 300 personnes qui étaient avec nous en direct ce soir à distance. Merci à toutes et à tous. Très, très bonne soirée. Merci.